Bonjour Demi. Salut Benjamin. Alors Demi, donc tu es orthophoniste spécialisé pour les enfants bilingues ou multilingues et tu aides des enfants qui sont de familles expatriées un peu partout dans le monde. Donc je voulais aujourd'hui Exactement. en parler avec toi et avoir un petit peu tes conseils par rapport aux familles justement qui utilisent plusieurs langues à la maison avec leurs enfants. Est-ce que tu peux te présenter Écoute, en quelques mots? avec grand plaisir. Alors moi, écoute, je suis orthophoniste depuis 22 ans maintenant. J'ai un parcours un peu particulier dans le sens où je suis mon mari en fait dans ses différentes mutations professionnelles. Et pour cette raison, je n'ai vécu que 5 ans en France en fait dans les 22 dernières années. Et du coup, j'ai été amenée à repenser un petit peu ma carrière et mon activité professionnelle. J'ai eu la chance de travailler. Bon, j'ai 4 enfants aussi qui sont plurilingues au cours des expatriations respectives. Euh, j'ai passé 6 ans à Singapour à travailler dans un grand cabinet pluridisciplinaire et multilingue en fait, parce qu'il y avait des enfants des lycées français, donc des familles francophones expatriées, mais il y avait beaucoup d'enfants aussi issus de couples mixtes biculturels, c'est-à-dire papa qui parle une langue, maman qui parle une autre langue, et puis très souvent l'anglais comme langue commune entre tous ces gens. Et donc c'est la vie en fait qui m'a poussée un petit peu à faire ça. Et là, depuis 6 ans maintenant, j'habite en Allemagne. Et ne parlant pas allemand moi-même, je me suis lancée en 2016 en orthophonie en ligne, au départ pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que j'avais des patients qui me recontactaient en me disant comment on fait maintenant, etc. J'avoue que tout ça, c'était avant la pandémie aussi. C'était avant que l'orthophonie en ligne se développe de manière beaucoup plus massive. Et au début, j'étais moi-même pleine de questionnements, pleine de doutes, pleine de réflexions. Et j'ai décidé de me lancer, en fait, tout simplement, une fois que la partie administrative et fiscale était réglée. Donc voilà, donc moi, mon parcours, il suit ma vie perso, en fait, c'est-à-dire cette expatriation via mon conjoint. Et puis le fait que j'ai 4 enfants qui ont aujourd'hui entre 20 et 12 ans et qui sont trilingues français, anglais via l'école et allemand via le pays de résidence. Et à force de voir et d'éduquer des enfants trilingues au quotidien, je me rends compte que c'est une énorme force par plein d'aspects et une énorme difficulté par plein d'autres. Et du coup, j'ai eu à cœur, entre guillemets, de transmettre mon expérience pratico-pratique, mais aussi toute la théorie qui va derrière. Parce que, bien évidemment, en 20 ans de maternité, j'ai eu le temps de lire, je crois, beaucoup d'ouvrages sur la question, de faire voilà, des formations. À Singapour, j'ai été beaucoup en formation aussi. Donc, ce parcours perso et pro, pour moi, il est vraiment lié, quoi. D'accord, bah, Voilà. c'est super intéressant. Et forcément, tu as un atout énorme puisque tu vis ce que les familles vivent avec tes propres enfants. Donc, C'est c'est de l'idée. quoi, Ouais. ouais, c'est super. Et justement, l'orthophonie en ligne pour les familles expatriées, c'est un bon moyen d'être suivi quand leurs enfants a un trouble particulier, par exemple? Ben, alors, ça dépend des pays dans lesquels ils habitent, mais très, très souvent, effectivement, c'est la seule solution. Et pas que pour l'orthophonie en ligne, parce que ça peut être aussi la psychologie en ligne, enfin, ça peut être tout ce qui est médical et paramédical. Moi, je m'adresse à des patients qui sont principalement en Asie, en Afrique, dans les Qatars. Et il faut savoir aussi que la population des orthophonistes, c'est une population qui, en expatriation, bouge aussi. Et ça a été mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai été orthophoniste pendant 6 ans à Singapour. Et assez naturellement, quand mon mari a été muté, étant mariée avec des enfants, j'ai eu envie de le suivre. Donc, j'ai abandonné, entre guillemets, une patientèle, même si je leur ai donné 4 mois de préavis, on va dire. C'est très désagréable pour le thérapeute d'avoir l'impression d'abandonner sa patientèle, surtout qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui reprend derrière. Mhm. Et pour les patients, c'est la même chose. En fait, les expatriés, ça dépend un petit peu des contrats de travail qu'ils ont, mais ils ont des cycles. Donc, tous les 3 ou 5 ans, ces gens-là, ils bougent. Et donc, s'ils viennent de commencer une rééducation, que ça se passe bien avec un thérapeute, et qu'ensuite la famille déménage, que ce soit la famille qui déménage ou le thérapeute qui déménage, Ouais, c'est une forcément. population de gens qui déménagent beaucoup. Donc, le côté en ligne, pour moi, apporte une certaine stabilité. Et moi, j'aime à dire que je me ressens, après maintenant 22 ans d'orthophonie, mais 6 ans en ligne, j'ai un peu l'impression pour certaines familles que je suis devenue leur orthophoniste de famille. C'est-à-dire Mhm. qu'ils vont me consulter. J'ai le cas, par exemple, de gens que j'ai vus à Singapour, qui m'ont recontacté 5, 6 ans plus tard pour le petit frère ou la petite sœur. Mais j'ai déjà l'historique, on s'est déjà vu dans la vraie vie. Ou alors j'ai été recommandée par quelqu'un qui connaissent. Donc il y a déjà ce côté proximité. Et puis il n'y a rien à faire. Je pense que en fait, quand on a la même vie que ses patients, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir la même vie à peu près que ses patients parfois, c'est que quand tu travailles en présentiel, tu connais l'environnement de tes patients.
Je veux dire, les orthophonistes qui travaillent en ville ou à la campagne, elles n'ont pas les mêmes patientèles, mais Mhm. elles-mêmes vivent en général quand même proche de Mhm. leur lieu Mhm. Mhm. d'exercice. Oui. Et moi, bah, je travaille sur Internet. Donc, si tu veux, Internet, c'est très variable entre le patient qui va être sur une plateforme pétrolière ou qui va être en Afrique, en Asie, le climat. Enfin, il y a énormément de choses qui changent. Et si tu l'as pas vécu, eh ben, tu peux avoir de l'empathie, bien sûr, Mhm. il n'y a pas de souci. Mais il te manquera quand même des clés de lecture pour Mhm. accompagner les patients dans ces transitions. Parce que accompagner un enfant expatrié et un enfant plurilingue, c'est pas juste que du langage. Bon, les orthophonistes ne se cantonnent de toute façon pas que à du langage, ça on le sait bien. Mais moi, voilà, je reste généraliste dans le sens où je vais avoir des problèmes articulatoires, je vais avoir des bégaiements, je vais avoir de la dyslexie, de la dysorthographie, je vais avoir le spectre est assez large en orthophonie. Donc, tous ces troubles-là, je vais les retrouver chez des bilingues, mais je vais avoir aussi beaucoup plus, je pense, que dans une patientèle traditionnelle, d'accompagnement parental, de guidance en fait. Donc, c'est des gens qui, traditionnellement, en fait, quand on se pose des questions et qu'on est parent, ben, on va avoir en première intention, il y a certains parents qui vont aller chez leur pédiatre d'abord, ou la famille, le cercle familial, hein, en parler aux parents, beaux-parents, copains, la maîtresse à l'école, etc. Mais quand on est à l'étranger, on n'a pas sa culture autour de soi. C'est-à-dire que le pédiatre, il parle déjà a priori pas la même langue maternelle que les parents du patient. La mère, la belle-mère, enfin tous les gens qui pourraient donner un petit coup de pouce ou rassurer ou voilà, ce sont pas là en fait. Donc c'est vrai que le côté en ligne, ça sauve beaucoup de situations pour Ouais. certains. Et ça fait aussi que les parents arrivent et qu'ils sont dans une demande particulière. Ce que moi, j'ai pas retrouvé quand je travaillais en France, parce que j'ai travaillé 5 ans en France dans le Jura et c'est une très belle expérience que j'ai adorée. Mais je trouve que les gens ne faisaient pas un choix à ce moment-là. Ils allaient chez l'orthophoniste parce que c'était l'orthophoniste du quartier qui avait été recommandé par l'école ou par l'ORL ou le pédiatre du coin. Et ils choisissaient pas en fait. Ils atterrissaient Mhm. dans le cabinet parce qu'on était en proximité. Là, Mhm. en ligne, les gens ont le choix. Donc du coup, quand les gens arrivent, il y a déjà cette espèce d'alliance thérapeutique qui est là au départ. Et ça, c'est magnifique des deux côtés, en fait, hein, parce que les parents qui viennent chez moi, ils vont chercher, en fait. Je ne suis pas arrivée tout cuit dans leur bec. Mhm. Donc, ils ont fait des recherches, ils sont tombés sur mon blog, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube, ils ont entendu parler de moi par un ami, enfin, peu importe comment c'est Mhm. Mhm. arrivé. Mais les gens qui arrivent, je dis souvent à ma famille, j'ai de la chance parce que même si je garde ma posture de thérapeute et que je ne suis pas la copine de mes patients, ce n'est pas mon rôle, mais je sens au fond de moi que la plupart de mes patients, si je les croisais dans la vraie vie, bah, ça pourrait être des amis en fait, parce qu'on a Mhm. exactement les mêmes problématiques, on est passé à travers les mêmes étapes aussi. Ouais. Moi, je suis orthophoniste, hein, mais je suis maman, donc comme toutes les mamans de la planète, je me suis fait des gros nœuds au cerveau à certaines périodes de ma vie, mais c'est le principe de tous les parents, sur est-ce que je fais bien, est-ce que c'est pas trop de langue, l'anglais c'est beaucoup, l'allemand c'est Mhm. ceci, enfin voilà, je me suis fait C'est des ça. surluminations mentales. Ils ont fait du chinois aussi, hein, mes enfants, donc Ah oui. je me Mhm. suis beaucoup posé des questions, documenté au fil du chemin. Et puis voilà, j'aime à dire que la réponse parfaite, elle n'existe pas et c'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça que j'aime en fait dans le métier d'orthophonie en général, Bien sûr. mais dans celui d'orthophoniste en ligne aussi. C'est que c'est Mhm. un vrai travail d'accompagnement que je ne fais pas seule. Je me Mhm. fais moi-même accompagner aussi. Mhm. Je suis moi-même partie d'un gros réseau d'expatriés, tout ce qui est expat pro et tous ces trucs-là. Donc, je suis Mhm. moi-même pas seule. Bien sûr. Ça, c'est important de le dire aussi, parce que sinon, je pourrais vite être coincée chez moi au fin fond de l'Allemagne derrière mon ordi. Mhm. J'irais pas très loin si je restais seule, quoi. Oui, Donc, c'est important, tu as raison. Mais c'est vrai que bon, donc je retiens en tout cas le grand avantage de vivre toi-même la vie d'expatrié, forcément, et d'avoir des enfants qui ouais. eux-mêmes ont appris plusieurs langues en même temps. Et justement, par rapport à ça, je me demandais justement, est-ce que les enfants qui apprennent plusieurs langues en même temps sont plus susceptibles de présenter des troubles du langage oral, par exemple, des retards de langage? Alors ça, c'est une question qui m'est très souvent posée et qui est logique, en fait, parce qu'on pourrait se dire, plus de langues égale plus de mots égale plus de vocabulaire, donc plus de prise de tête. C'est Mhm. c'est un peu simpliste, mais Bien c'est ce qu'on sûr. pourrait facilement se dire. Alors, il faut savoir que le bilinguisme ne crée pas de troubles du langage. Bien Donc, si sûr. l'enfant est né avec un trouble du langage et que son cerveau est conditionné, entre guillemets, pour avoir un trouble du langage, le fait qu'il soit monolingue ou bilingue ne va pas aggraver son trouble. Ça, on est bien d'accord. Après, c'est vrai que les enfants qui apprennent plusieurs langues, il y a autant de cas que de bilingues.
hein. Tu peux Mhm. apprendre un bilinguisme intrafamilial, donc avec papa qui parle une langue et maman qui parle une autre. Donc là, l'enfant, depuis qu'il est petit, il a la notion d'avoir deux langues au sein du foyer parce que c'est très naturel et il ne sait même pas comment c'est possible d'être monolingue puisqu'il ne connaît pas le concept en fait. Mhm. Après, il y a le cas aussi des parents qui sont monolingues, ce qui est mon cas à moi, c'est-à-dire qu'on est tous les deux francophones à la maison, et c'est un bilinguisme scolaire qui peut commencer dès la crèche en fait, hein. Donc des Mhm. enfants qui vont en crèche, en maternelle et à l'école en anglais. Bon bah moi ça a été mon cas. J'ai eu à faire un petit deuil à une époque et réaliser que la langue maternelle de mes enfants n'était pas la mienne. C'est-à-dire que moi, mes enfants, leur langue maternelle, c'est clairement l'anglais parce que c'est la langue de scolarisation depuis plus de 20 ans pour eux. Donc, ça fait 20 ans qu'ils passent leur journée en anglais, qu'il y a tout leur apprentissage scolaire en anglais, leurs copains en anglais, enfin, toute leur base est en anglais. Mhm. Donc, le français, c'est la langue familiale. Mais pareil, il y a des grosses controverses sur est-ce qu'il faut dire langue maternelle, langue paternelle, langue Ah oui. familiale. Mhm. On peut Mhm. discuter sur ce qu'on veut. Moi, je dis la langue de cœur. Moi, clairement, ma langue de cœur, c'est le français. C'est celle que je transmets à mes enfants. Ils sont ravis de me la parler. Ils le comprennent parfaitement. Il n'y a aucun souci. Mais leur langue de cœur à eux, c'est l'anglais parce que c'est la langue des copains et de l'école. Donc, en Ouais. fait, est-ce qu'il y a plus de troubles ou pas chez les bilingues? Je crois que c'est un petit peu une fausse question. Je pense qu'il faut que les parents se posent la question du sens, énormément du sens. C'est-à-dire que une maman française qui est mariée avec un papa d'une autre nationalité, bah, la question du sens, bah, c'est l'amour qu'ils ont, et puis des enfants qui vont naître de cette union, bah, ils vont être bilingues par la force des choses, j'ai envie de dire, mais le sens, il est là. Le sens, il vient des parents. Après, dans le cadre des couples expatriés, il faut avoir un certain plan d'action, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut jamais prévoir sa vie à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, je suis incapable de le faire pour moi et personne ne peut le faire. Et en plus, le Covid nous a quand même montré que parfois, même quand on planifie, on ne maîtrise pas tout. Mais quand je dis avoir un plan d'action, c'est qu'il y a des couples, par exemple, qui partent en expatriation et qui font le choix de scolariser leur enfant dans le lycée français. Parce que comme ça, ils garantissent en fait d'avoir une continuité pédagogique en français via l'éducation nationale à l'étranger. Mhm. Il y a d'autres couples qui vont faire le choix de l'école locale parce qu'ils trouvent que c'est sympa de partir. S'ils ont un contrat de 3 ans, ils se disent bah, c'est l'occasion de tester autre chose pendant 3 ans. Et ils vont faire par exemple du CNED à côté ou des cours de français à côté pour maintenir un certain niveau de base en français. Et il y a d'autres couples qui vont faire le choix de l'école internationale en se disant bah, l'école internationale, c'est comme le lycée français, il y en a dans toutes les grandes villes du monde. Et si on se pluri-expatrie, j'ai envie de dire, on va retrouver ce système IB, donc International Baccalaureate, dans toutes les grandes villes. Donc après, ça, je crois que c'est des choix très personnels. Il y a des choix financiers là-dedans aussi, parce que tout ça a évidemment un coût, ça c'est sûr. Mais ça, c'est chaque couple en fait, qui décide où il veut mettre ses priorités. Et ce que je pense par rapport aux langues, c'est que c'est important pour les enfants de ne, comme on les déracine déjà physiquement quand on déménage, de ne pas les déraciner encore trop au niveau scolaire. C'est-à-dire que si c'est possible, d'avoir une certaine continuité pédagogique. Si on choisit le français, essayez d'aller vers le français. Si on choisit l'anglais, essayez de maintenir l'anglais. Et après, je dis ça, c'est une règle qui me paraît pétrie de bon sens, mais il faut garder à l'esprit que parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que bah, y a des parents qui vont commencer dans le IB et puis tout d'un coup, bah, voilà, il y a un accident de parcours professionnel ou il y a quelque chose de Mhm. perso qui fait que c'est plus possible, c'est trop cher Mhm. et on les met dans un système moins cher ou dans un système gratuit. Et c'est très bien aussi. Les enfants sont extrêmement résilients, extrêmement adaptables, beaucoup Ouais. plus que les parents. Et je pense Mhm. que ce qui compte plus au-delà des langues, c'est l'accompagnement qu'on fait en tant que parent. C'est-à-dire de concevoir que bah, si on a grandi nous-mêmes en monolingue, eh ben, on demande à nos enfants quelque chose qu'en fait, au fond de nous, on ne connaît pas forcément. Ou à Mhm. l'inverse, si on est soi-même un parent bilingue, moi j'accompagne beaucoup ce pattern-là, c'est-à-dire des parents qui me disent, mais je suis moi-même bilingue, quelle langue je vais transmettre à mon enfant parce que je me Mhm. sens un mauvais francophone et un mauvais anglophone. Je suis moi-même bilingue, donc je risque moi-même de faire des fautes, etc. Oui, Et ben, on fait tout ce qu'on peut dans la vie, mais exactement. je pense que Mhm. ça, c'est vraiment des discussions à avoir en couple. Et je Mhm. pense que c'est des discussions, je pense beaucoup, et j'en ai beaucoup, beaucoup, hein, des jeunes couples que je trouve mais fantastiques, qui viennent avant même la naissance de leur premier, en fait, qui Ouais, viennent pour quand savoir, pour s'organiser, pour l'enfant voir est comment ils vont faire enceinte après. Oui, c'est ça. et qui me disent, mais je dois m'organiser parce qu'en fait, je ne sais pas très bien quelle langue donner à mon enfant, Mhm. la nounou,
le papa, etc. J'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie que ce soit facile. Et Mhm. c'est vrai que c'est pas des sujets à traiter à la légère. Pour moi, c'est un sujet au même titre que le sommeil, l'alimentation, la Mhm. propreté. Le langage, c'est un gros sujet en fait. Et C'est donc, important. c'est un Mhm. sujet il faut se documenter en fait. On ne peut pas y aller trop à l'aveuglette. Mhm. Sinon, ça va générer énormément de frustration chez le parent. Et puis, ben, on le sait, hein, quand le parent est frustré, ça stresse l'enfant, quoi. Hein. C'est Ça, vrai, c'est c'est vrai. Et pour les enfants, bien sûr, c'est un avantage énorme de pouvoir apprendre les deux langues en même temps. Ça, il n'y a pas de doute possible. Ah bah ça c'est sûr et certain, c'est un avantage, j'allais dire cognitif, parce que c'est des enfants qui ont au niveau de leur personnalité, qui sont assez flexibles en général. Mhm. Hein. Depuis tout petit, ils ont compris le concept que pour un objet, bah, il y avait deux mots, pour un sentiment, il y a deux ou trois mots. Enfin, Mhm. ils ont compris cette flexibilité, donc je pense que c'est clair que c'est un avantage. Mhm. Après, le côté plus difficile, c'est qu'il y a des enfants qui disent, notamment à l'adolescence, qu'ils ont du mal à se définir, ils ont du mal à dire d'où ils viennent. Oui. Ils ont du mal à pouvoir exactement savoir 100% ce qui est français ou ce qui est anglais ou ce qui est allemand ou ce qui est russe, enfin, ça dépend des cas, Mhm. et qui manquent peut-être un petit peu de racines parce qu'il y a des enfants, par exemple, francophones qui n'ont jamais vécu en France, hein, qui ont passé toute leur vie en expatriation. Donc, quand ils disent I'm French et que les gens lui disent ah super, la Tour Eiffel, les baguettes, les croissants, le fromage, etc., bah, ils réalisent que en fait tout ça c'est très lointain dans les livres Ouais. de la maison, mais c'est pas une réalité qu'ils ont au quotidien. Et puis ils peuvent avoir comme un espèce de conflit d'appartenance. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir. Moi, ça a été le cas de mes enfants à une époque. Hein. On a passé 9 ans en Asie, à Tokyo et à Singapour, donc ils se sentaient très asiatiques. La nourriture, enfin tous les codes de l'Asie, on les avait un petit peu à la maison aussi. Et puis quand on est arrivé ici en Allemagne, bah, ces codes-là, même au niveau du climat, hein, quand on vit 6 ans dans les tropiques et que tout d'un coup on se retrouve dans la neige, bah voilà, il y a des choses, il y a des apprentissages à faire. Et donc c'est des enfants qui font aussi des grands écarts et qu'il faut accompagner. En fait, il faut leur expliquer que ce qu'ils Mhm. ressentent, l'ambivalence, la nostalgie, toutes ces choses-là, c'est des Mhm. choses Ouais, c'est ça. saines, normales et qu'il faut les exprimer en fait. Mais ça fait après des êtres humains qui sont, je pense, très adaptables, comme tu dis, et très flexibles. Et c'est une force pour Souvent, la suite, je pense, certainement souvent, ouais, pour leur vie ouais. future, quoi. C'est intéressant. Et par rapport à la lecture, parce que forcément, c'est ce qui nous a réunis tous les deux, c'est forcément l'apprentissage de la lecture au départ. Et est-ce que les enfants qui apprennent plusieurs langues à la fois, on leur apprend à lire également en même temps différentes langues? Alors ça, c'est aussi une question qui revient très souvent. Il n'y a pas une réponse, comme souvent. C'est-à-dire que ça dépend aussi s'ils doivent apprendre à lire dans deux langues dont le code alphabétique est le même. Par exemple, en Oui. anglais, en allemand et en français, on a le même alphabet. De A à Z, c'est les mêmes lettres, avec certains accents en plus ou en moins en allemand, par Mhm. exemple. Moi, j'ai envie de dire, parce que ce que je vois le plus dans mes patients et ce que moi j'ai fait, c'est soutenir son enfant dans la langue de scolarisation en premier. Parce que la langue de scolarisation, c'est celle qui va être le plus soutenue à l'école, bien évidemment. Donc, moi, mes propres enfants, ils ont d'abord appris à lire en anglais avec leur maîtresse. J'ai soutenu l'anglais. Et puis, quand ils étaient en équivalent de CE1, on a rattrapé le français, mais ça s'est fait très naturellement parce qu'on apprend à lire qu'une seule fois, en fait. Le mécanisme de l'apprentissage de la lecture se fait une seule fois. Et après, on va apprendre que le ON en français, on dit on, et qu'en anglais, on disait on. Bon, ben voilà. Mais l'enfant qui a un bon niveau de langage oral, il va faire les ponts très Ah facilement oui, en c'est fait. ça. Et ça va se faire assez facilement en oralisant sa lecture. Et donc, il ne faut pas penser qu'ils vont avoir un trouble ou qu'ils vont être hyper en retard. Mhm. S'ils ont une langue forte, et moi, le cas de mes enfants, c'était en anglais, et ben, ça va se faire assez naturellement ensuite en français. Je D'accord. pense à des parents francophones qui ont leur enfant dans un lycée français, évidemment, qui vont apprendre à lire en français d'abord, Mhm. et ensuite, ils apprendront à lire en anglais en deuxième temps. Mais par exemple, regarde l'apprentissage des langues étrangères en France. Quand on commence l'anglais, en général, on sait déjà lire en français. Donc là, on ne réapprend pas à lire en anglais, en C'est fait. vrai. On sait déjà lire. Et après, bah, c'est les sons qui vont être différents. C'est ça, les Euh, correspondances entre les c'est sons et les lettres les qui sont correspondances. différentes. Exactement. Donc, D'accord, en en fait. fait, Mhm. ça, c'est une question que les parents me disent. Alors après, il y a certains enfants qui sont hyper verbaux ou hyper en demande. Bien évidemment que si votre enfant qui est en CP, en anglais ou en français, peu importe, vous demande à apprendre à lire, ne le freinez pas.
offrez-lui tout ce qu'il vous demande. Mhm. Mais ce n'est pas la peine de manière proactive de vouloir absolument pousser. On n'est pas dans une course, en fait. Mhm. Moi, je pense qu'un enfant qui va bien et qui se développe correctement en lecture et qui a compris le mécanisme d'avoir un livre entre les mains, de tourner les pages, de faire le balayage visuel de haut en bas, etc., ça se décline après. Après, il y a un cas plus particulier, c'est quand l'alphabet est totalement différent. Je Ouais. pense aux langues en Asie, hein, le chinois, le japonais. Alors là, c'est un monde Ou différent l'arabe, bien sûr. ou l'arabe, ou le russe, enfin voilà, ou le grec. Voilà, quand il y a un code alphabétique qui est totalement différent, bon voilà, c'est deux Oui. apprentissages totalement Et différents. un sens de la Mais lecture qui est différent. C'est oui, aussi. le sens de la lecture, en japonais, Ouais. c'est de bas en haut, de la fin Mhm. du livre au début par rapport à chez nous. Mhm. Là, c'est un apprentissage qui est totalement différent. Mais de nouveau, il faut se poser la question du sens, en fait. Est-ce que votre enfant a besoin de savoir lire toutes les langues qu'il parle à l'oral? Oui Mhm. ou non? Quel est le Mhm. sens? C'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes choix quand c'est un bilinguisme familial et que ça va être nécessaire, par exemple, pour communiquer avec les grands-parents, la famille, la culture d'origine. On ne va pas faire les mêmes choix que si c'est une expatriation, qu'on reste 3 ou 5 ans dans un pays et qu'ensuite on rentre chez soi. C'est sûr. L'investissement émotionnel n'est pas le même et donc l'investissement en lecture n'est pas le même non plus. Oui. Donc voilà, je pense que de nouveau, c'est difficile de faire une réponse qui Non, mais soit généraliste. tu as bien répondu à la question, ça me paraît clair. Et justement, un autre domaine très important pour nous, les orthophonistes, c'est le vocabulaire. Et je me Ah posais la oui. question, justement, je dis qu'il faut absolument que les enfants connaissent beaucoup de vocabulaire parce que ça a un impact sur leur vie future, sur la réussite scolaire. Est-ce qu'un enfant qui apprend 2 voire 3 langues en même temps est capable d'acquérir un niveau de vocabulaire aussi bon qu'un autre enfant qui n'a qu'une langue, par exemple? Ou est-ce qu'il sera toujours en déficit de vocabulaire? Là aussi, il y a tous les cas de figure. J'ai connu des enfants qui étaient mais, hallucinants et qui connaissaient 3, 4, 5 langues avec une facilité qui, nous, les adultes, nous épate. C'est une gymnastique. Il a été prouvé hein, au niveau des neurosciences que quelqu'un qui est bilingue deviendra trilingue plus facilement Oui. parce qu'au niveau Mhm. des connexions neuronales du cerveau, c'est déjà activé, si tu veux, depuis le Mhm. départ. Donc, je pense que jamais rien n'est trop tard, jamais rien n'est trop tôt. Enfin, de nouveau, hein, ça, c'est mon grand truc. Mhm. Mais je pense très sincèrement que après, ça vient aussi de l'appétence et de l'envie. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie d'apprendre une langue, parce que, d'ailleurs, on le voit dans le cadre des couples mixtes, en général, monsieur apprend la langue de madame ou madame apprend la langue de monsieur par amour assez facilement. Hein. Quand on a besoin, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on embrasse sa culture relativement facilement parce que la motivation est là. Et donc, au niveau de la motivation, on développe beaucoup de choses au niveau du cerveau. Donc, moi, Absolument. je dirais que le Mhm. vocabulaire, quand on élève un enfant qui est bilingue ou trilingue, idéalement, il faut être prêt à parler beaucoup, beaucoup plus qu'avec un enfant monolingue, tout Mhm. simplement parce qu'on est souvent en train de rephraser, de paraphraser, de réexpliquer, de redire, de traduire. Enfin voilà, on parle Mhm. plus, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Et moi, c'est sûr que ça m'est arrivé de lire des livres en bilingue, en traduction simultanée. Donc, je lis le livre en anglais et hop, je le traduis en français. Ou on va mettre le DVD, ben, une fois on le met en français, puis la fois d'après on le met en anglais, puis les ponts se font entre les histoires et entre les mots. C'est une petite gymnastique du parent, mais c'est quelque chose qui, de nouveau, que ça reste assez léger. C'est quelque chose qui, dans la vie quotidienne, se fait de manière assez fluide et assez simple. Naturellement, Et, en fait. et naturellement, mais comme en général, un enfant n'est pas bilingue totalement par hasard. Enfin, moi, j'ai jamais vu personne qui me dit je suis bilingue, mais hop, c'est par hasard. Non, non, Mhm. non, il y a toujours un plan derrière. Soit il est bilingue parce que c'est le fruit d'un amour parental et pouf, c'est arrivé depuis le début de sa vie. Soit il est bilingue parce que les parents sont expatriés, mais il y a un projet derrière. Je ne connais pas quelqu'un qui s'expatrie sans qu'il y ait un Mhm. projet, sans qu'il y ait un boulot, sans qu'il y ait un projet de vie, quoi, en fait, hein, tout Mhm. simplement. Mhm. Donc, il n'y a jamais trop de hasard, en fait. Hein. Donc, Ouais, donc il y a forcément beaucoup de motivation de la part des parents et ouais, les enfants suivent, quoi. Ça fait partie de leur vie, ouais, ouais, ouais. c'est naturel Non, et pour eux, puis après, quoi. on dit beaucoup hein, que les langues sont vivantes. Et donc, les langues, moi, je dis souvent, c'est comme des petits pots de fleurs. Tu peux avoir 3 petits pots de fleurs. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Ton français, ton anglais, ton allemand. Bon, bah, la langue qui va se développer, c'est la langue que tu vas arroser. La Bien plante sûr. qui se développe bien, c'est celle dans laquelle on met de l'engrais. Parfois, il faut tailler un peu une pour faire fortifier les deux autres. Mhm. On ne réfléchit pas ça comme ça, mais c'est sûr que par exemple, moi j'ai une fille en ce moment qui va faire des études en allemand, bah, son allemand va prendre un boom, Bien peut-être un sûr. petit peu au détriment de son anglais et son français, quoique, passé 18 ans, je pense que le cerveau est assez flexible. Mais les langues, voilà, ça s'entretient, ça se parle.
Il y a plein de gens qui me relatent aussi, hein, qui me disent, oh là là, j'ai l'impression que je perds mon français parce que ça fait 20 ans que je travaille en anglais, que j'écris en anglais et j'en perds mon français. Mhm. Ça arrive. Bien sûr. Mais je pense que si on sent qu'on perd un petit peu la richesse de sa langue, moi c'est d'ailleurs mon cas, hein, parfois je me dis, oulala, mais à force de parler avec des Français non natifs, à force de ne pas vivre en France, j'ai forcément probablement des références culturelles qui me manquent. Les pubs à la télé, des téléréalités que je ne regarde pas en France, Mhm, l'actualité mhm. locale en France, bah voilà, je suis plus dedans. Donc je ne peux pas avoir le corps en Allemagne et la tête en France. Enfin, tu vois, il y a un Mhm, certain mhm, alignement, mhm. hein. Donc, je pense que ça, c'est des choses, on le vit bien à partir du moment où il y a une explication. Et si une famille est heureuse quelque part, en général, le vocabulaire, c'est pas un souci, en fait, hein. Oui. Ça Les pas parents sont trop. toujours conscients qu'il faut d'autant plus les stimuler, leur raconter des Ouais, histoires dans différentes langues, et en ouais. fonction de leur propre langue forcément, et de leurs envies, et de la Mais je situation, tu as pense raison, aussi que familiale. Ouais. les parents qui élèvent des enfants bilingues le deviennent au fil du chemin aussi. Parce que tu Mhm. vois, tu peux avoir été francophone et puis tu t'expatries, tu es un peu obligé de devenir bilingue toi-même, hein, en fait, en Mhm. anglais au moins, et puis après, partiellement au moins Dans la dans langue le où tu pays vis, de quoi. résidence. Bien sûr. Donc, sans être spécialement bilingue en matière de syntaxe, Mhm. voilà, tu ne vas pas forcément lire des romans dans la langue de ton pays d'expatriation, mais au moins les mots de base, je veux dire, être capable de commander quelque chose dans un resto, être capable de faire tes courses dans un supermarché, Bien sûr. de prendre un rendez-vous de médecin chez le dentiste, être capable de dire s'il te plaît, merci et au revoir. C'est pas Mhm. du bilinguisme, mais c'est quand même Mhm. certains types de mots déjà. Bien sûr. Et, et je pense que quand tu commences à faire cet effort pour toi-même, très naturellement, tu le fais pour tes enfants, en fait. Et très souvent, les enfants rééduquent les parents, hein. Mhm. C'est-à-dire que Oui. les enfants parlent, et puis bah, au fil du chemin, on grandit ensemble, hein. Ouais, Mais ça, je le dis, ouais. c'est pas spécifique aux plurilingues. Regarde un couple qui devient un couple parental en France, les parents progressent en même temps que les difficultés arrivent sur le chemin des enfants, hein. Et Mhm. je dis souvent que quand on devient de bons parents, entre guillemets, en éduquant les petits-enfants, mais quand les enfants deviennent adolescents, bah, on grandit aussi et on passe à des Mhm. niveaux de parentalité On supérieurs. Et apprend quand des les choses au enfants, fur et à mesure, c'est vrai. C'est vrai. et quand les enfants Mhm. s'envolent du nid, on est encore dans un autre type de parentalité différente. Et puis quand ils sont majeurs, bah, on est le parent d'un enfant adulte. Donc c'est encore d'autres types de niveaux, hein. C'est ça. Et donc c'est passionnant ce chemin. C'est ça, c'est super. Et en plus donc de tout ça, donc toi tu aides vraiment des familles au quotidien, c'est ton travail au quotidien. Mais en plus de ça, Ouais. tu donnes beaucoup d'informations sur ton site internet, tu fais des vidéos parce que tu veux justement aider les parents à distance, même les parents qui ne sont Ouais. pas suivis par toi, c'est ça? Oui, bah ça c'est mon côté communicante. C'est vrai que j'avoue que bon, moi, l'expatriation et le multilinguisme, c'est ma passion tout simplement parce que c'est ma vie. J'ai à cœur d'aider aussi plus largement que juste mes propres patients. C'est sûr que mes patients, évidemment, je vais les aider, mais je suis consciente qu'à travers le monde et à travers la planète, il y a beaucoup de mythes et beaucoup d'idées reçues sur le bilinguisme et sur l'expatriation. Et si je peux un peu casser certains mythes et puis vulgariser un petit peu ce sujet au plus grand public, j'en suis ravie, bien sûr. C'est un peu Mhm. ma mission de vie, on va dire. C'est ça. Euh, donc voilà, donc s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des questions, des suggestions, des choses comme ça, bah, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail. Je réponds toujours à tout le monde, pas forcément rapidement, mais je réponds toujours à tout le monde. Mhm. Et si je peux en faire une vidéo ou un article de blog qui sert à un plus large public, moi, honnêtement, je suis toujours ravie de ça. Tu vois, c'est Mhm. dans cet état d'esprit que ça fait 3 ans maintenant que j'ai une newsletter, 2 fois par mois. L'idée de ma newsletter, elle est très modeste, hein. C'est de partager bah, mes découvertes du moment, des articles de blog, des conférences que j'ai pu donner à gauche ou à droite quand on m'a demandé, des podcasts, des choses à la fois toutes simples et très terre à terre, dans le but d'inspirer les parents en fait, hein. Parce que moi, j'ai eu énormément de chance au cours de mon expatriation. C'est que j'ai toujours eu, au moment clé de mes doutes et de mes questionnements, j'ai toujours eu une bonne étoile ou quelqu'un qui est arrivé sur mon chemin bah, pour me déstresser ou pour me conseiller ou pour m'apporter des informations ou juste être là et écouter mes questionnements. Et j'ai vraiment, si j'ai une mission dans ma vie, c'est qu'il n'y ait pas un parent qui se sente seul et désespéré quelque part dans le monde et qui se dise oh là là, mon enfant bilingue et c'est compliqué. Mhm. Parce qu'en fait, le c'est compliqué, c'est très limitant. Tu restes devant ta complication et ça anesthésie ton envie de faire les choses. Moi, j'aime dépasser cette complication. C'est justement, bah, voilà, être bilingue, c'est un état de fait. C'est ni compliqué ni pas compliqué. C'est juste une réalité et c'est comment on l'accompagne en fait.
C'est ça. Ben, c'est passionnant, c'est Donc voilà. super. Et donc, tu as un site internet qui s'appelle comment? Bah, c'est comme mon nom, www.domidelaporte.com. Mais je te donnerai tous les liens si On tu veux mettra les liens pour en mettre dessous en de la place. vidéo, bien sûr. Super. Parce que c'est vraiment Ouais. intéressant. C'est un parcours complètement atypique, évidemment, et puis avec des familles aux besoins aussi très spécifiques. Et ça, c'est la Mhm. magie d'Internet, forcément. C'est vraiment magnifique que tu puisses aider les gens à distance, à l'autre bout de la Mhm. planète. Et toi-même, en bougeant toi-même sur la planète, c'est assez extraordinaire. Et, Mhm. pour favoriser la communication et l'épanouissement des Mhm. enfants, qui est à nous deux, forcément, notre mission de vie. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le site de Domitila, évidemment, et à la contacter si besoin. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces C'est informations. gentil. Merci Benjamin, écoute, c'est sympa. Non, et la dernière chose que je dirais aussi, c'est que je pense que beaucoup d'orthophonistes aussi peut-être vont nous écouter. Et je pense que c'est génial, en fait, on est sur un métier où chacun sa mission de vie, en fait, que ce soit en local, en international, avec, voilà, dans un institut ou en libéral, en salarié, etc. Notre métier, il est quand même extrêmement varié et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous en tant que thérapeutes, mais Oui, pour nos patients aussi, parce que comme on a la possibilité de changer plusieurs fois de job au sein de notre carrière, en fait, même en restant en France, hein. Moi, j'ai plein de consoeurs qui ont commencé en salariat, qui sont partis ensuite en libéral, qui sont revenus. Et très souvent, ça suit aussi un peu la vie perso. Je trouve que c'est chouette, quoi. Donc, et chacun le peut faire avec sa propre personnalité et ses préférences, c'est ça qui est chouette, effectivement. Non, c'est c'est super. clair. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir donné tant d'informations intéressantes. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à suivre Et alors, j'ai Domitila. oublié de dire aussi quelque chose d'important, c'est que bien évidemment, j'utilise Apili en séance, Ah, on n'en grâce a à pas toi. parlé, c'est vrai. Ben non, 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 mais justement, donc ça, tu peux le remettre aussi. Donc, bien évidemment, j'utilise Apili en séance. Et pour moi, Apili est complètement indiqué aussi pour les enfants plurilingues. Justement parce qu'il y a ce système de couleurs qui est quand même très visuel. Et on a oublié de le dire aussi tout à l'heure, mais c'est tellement évident que l'humour, c'est universel. Ouais. Et l'humour, c'est universel. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est la seule chose qui se dit de la même manière dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et moi, le sourire m'a tellement décoincée dans beaucoup de situations de ma vie. Mhm. C'est pour ça que j'ai beaucoup de rides d'ailleurs à mon âge. C'est parce que je suis très souriante, très expressive. Mais ça, c'est quelque chose que je fais par conscience. C'est-à-dire que, bah, imaginez-moi, hein, quand je me suis retrouvée à Tokyo enceinte de mon bébé, à pas parler le japonais, bah, évidemment, dans ces moments-là, sourire et avoir un langage non verbal un petit peu appuyé, c'est quelque chose qui est très aidant en fait. Mhm. Euh, et c'est clair que moi, c'est pour ça que j'ai kiffé ta méthode, hein, on va le dire très, très simplement. C'est que l'humour, mais ça désamorce tellement de problématiques. Et justement, les enfants, ils ont besoin de légèreté, en fait. Et là, on met le Covid à part, on met tout un tas d'autres problématiques à part. On a tous besoin de légèreté. Et Happily, pour moi, c'est magnifique. Et ton concept, je ne peux que l'appuyer et le Mhm. soutenir et voilà, et dire à mes patients d'acheter cette méthode parce que moi, j'ai pas trouvé de meilleure méthode à ce stade, et y compris et surtout pour les enfants qui apprennent plusieurs langues, parce que bah, tant qu'à faire d'apprendre le français, autant l'apprendre de manière un peu fun et avec humour. Bon, c'est gentil, c'était pas Non, mais l'objet de l'interview, mais c'est c'est vrai, sympa, c'est c'est surtout gentil. vrai. C'est sympa, Je c'est t'ai gentil. contacté d'ailleurs au début du lancement, hein. Donc Ouais, c'est moi, clair, c'est clair. j'ai tout de suite vu orthophoniste belge humour. Je me suis dit, mais lui, ça va être la méthode révolutionnaire, c'est sûr. Et c'est vrai que c'était vraiment c'est avec toi que j'ai fait ma première interview finalement en 2020, donc c'est rigolo quoi. Eh ben, c'est chouette, non, C'est mais ça marrant. ne sera pas la dernière. On a encore de longues heures à discuter sur d'autres sujets, Ouais, je le sais bien. c'est ça.